Parfait, bah bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Un petit bonsoir particulier à nos réseaux partenaires. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont parmi vous. J'ai vu des clubs d'échecs notamment dans le lot. Donc voilà, c'est la Fédé d'échecs, c'est un de nos partenaires. On est ravis de les avoir. Merci à eux d'avoir relayé. Et puis on est très content de vous accueillir. Je sais qu'il y a aussi pas mal d'abonnés de notre newsletter Bonne Idée qui sont là. Et puis bah pour celles et ceux qui sont pas encore abonnés, on peut vous mettre le lien dans le chat là si vous voulez. C'est un mail par semaine avec des bonnes pratiques. Vous faites le plein d'inspiration. Il y a de la bonne humeur. C'est ma collègue Eva qui est dans le chat qui va pouvoir vous écrire ce soir. Et ben voilà le lien. Merci beaucoup Eva. Voilà, on a de super retours dessus. Donc merci beaucoup à nos abonnés, à toutes les personnes qui sont là par ce biais. Et puis pour les autres, bah rejoignez-nous. Hein. Merci. N'hésitez pas à envoyer vos messages d'amour à Eva. C'est vraiment elle qui est derrière le chat ce soir. Alors je me lance parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je me présente très rapidement, je m'appelle Antoine, je suis responsable du contenu chez AssoConnect depuis bientôt 4 ans. Donc responsable du contenu, concrètement, ça veut dire que les articles que vous trouvez sur notre blog, nos guides, certains webinaires comme celui de ce soir, mais aussi d'autres, c'est moi qui les écris, c'est moi qui crée ce contenu. Je suis moi-même bénévole aussi dans plusieurs associations de manière assez ponctuelle, donc sensible évidemment aux enjeux qui sont les vôtres. Et puis, je suis accompagné ce soir d'Eva, que je salue et que je remercie de m'accompagner dans le chat. Petit point technique du coup, en bas à droite, vous avez un onglet chat dont tout le monde a déjà bien pris possession visiblement. Et juste à côté, vous avez un onglet questions. Alors, ça va paraître un peu évident comme ça, mais si vous avez des questions, utilisez plutôt l'onglet questions parce qu'on est très nombreux. Je suis trop content, mais ça fait aussi que dans le chat, c'est très difficile de retrouver les questions. Elles peuvent se perdre un petit peu. Alors que dans l'onglet questions, c'est beaucoup mieux organisé. Donc, ce sera beaucoup plus pratique pour répondre à tout le monde. Voilà. Maintenant, juste pour savoir un petit peu à qui je parle, qui sait déjà ce qu'est le SEO et qui le fait déjà pour son association, quelles sont un peu vos attentes ce soir? Et tout de suite après, je vous donne le menu et on part. Je connais déjà, mais pas de pratique. Ok. Je sais ce que c'est la cata. Ok, très bien. Je ne connais pas, je découvre. Ok, super. Écoutez, c'est très bien. En fait, pour moi, la difficulté, c'était un petit peu de savoir quel niveau j'y mettais. J'ai décidé de faire ça très accessible et niveau assez débutant. Il y a plein de choses que je vais pas pouvoir aborder parce que la base est simple. Par contre, une fois qu'on commence à rentrer dedans, ça peut assez vite se compliquer. Donc ce soir, on va essayer de faire des choses simples, concrètes, pour que les personnes qui n'y connaissent rien repartent en ayant une idée beaucoup plus claire et en sachant déjà un petit peu ce que vous pouvez faire directement en sortant du webinaire ce soir. Alors, le menu du soir. Déjà, pourquoi ce sujet? Parce que moi, dans le cadre de mon travail, le SEO, c'est extrêmement important. AssoConnect a besoin de se faire connaître auprès d'associations qui pourraient avoir besoin de nos services. Et donc, pour ça, moi, j'écris du contenu avec, entre autres, l'objectif qu'il soit visible de manière organique, c'est-à-dire qu'il soit visible de manière naturelle, sans payer de pub. Donc, à côté de ça, en plus, j'ai eu 2-3 expériences de bénévolat en association où on m'a demandé de l'aide pour améliorer les sites internet et la visibilité en ligne. Et ça m'a amené à me pencher sur le sujet. Je me suis dit que ça pouvait intéresser beaucoup plus de monde. Donc voilà. On va aborder ce sujet-là et rester jusqu'à la fin aussi parce que j'ai un cadeau pour vous. J'y pense maintenant parce que c'est pas indiqué dans la présentation. Au départ, on va voir un petit peu les bases du SEO, comment ça fonctionne, les grands principes. Ensuite, on va passer aux 3 piliers qui font que vous allez pouvoir remonter et être visible sur les moteurs de recherche. Donc, il y aura la structure du site, le contenu et l'autorité. Gardez ça dans un coin de la tête et on y revient tout à l'heure en détail. Et ensuite, en fait, j'ai essayé de penser à quelque chose qui pouvait vous permettre, dès que vous sortez là, de faire un test et d'essayer de remonter déjà sur vos premières requêtes. Mais vous allez mieux comprendre ce dont on parle. Alors, le référencement naturel ou le SEO, c'est la même chose. Je vais utiliser un petit peu les deux pendant le webinaire. Qu'est-ce que c'est exactement? L'idée, elle est assez simple. C'est que avoir un beau site, c'est très bien, mais que si personne le trouve et personne le visite, ça ne sert absolument à rien. Et donc, l'objectif premier du référencement naturel, c'est du référencement qui va se faire sur les moteurs de recherche. Ça va être de générer du trafic, donc de faire venir des gens, d'avoir des visites sur votre site internet. La base du référencement. Alors désolé, c'est très théorique pour l'instant, mais ça va avancer.
Les bases du référencement. Pour info, je vous mets Google parce qu'en France, c'est 93% de part de marché. Hein. C'est un chiffre de 2023. Mais pour tous les moteurs de recherche, de toute façon, ils ont le même fonctionnement. Bing, Ecosia, etc. Donc tout ce que je vais vous dire là, même si c'est des exemples de Google, ce sera valable quand même pour les autres moteurs de recherche. Donc, le référencement. À la base, on a une personne qui tape sa recherche. On dit une requête en jargon SEO, mais qui tape sa recherche dans la barre de recherche. Et en dessous, tout simplement, vous avez des résultats. Jusque-là, je pense que vous l'avez toutes et tous déjà fait. C'est assez clair. Là où ça se complique un petit peu, c'est qu'il faut distinguer les résultats sur les moteurs de recherche entre les résultats payants, c'est ceux qui ont la petite mention annonce avant le lien, là, comme le premier lien tout en haut. Donc le payant, et le référencement naturel qui, lui, est gratuit. C'est du contenu qui a été construit de manière à remonter sur cette recherche-là. Donc là, en rouge, vous avez le référencement payant. En bas, vous avez le référencement naturel. Donc voilà, l'objectif du SEO, ça va être de créer des contenus, des articles, des pages de site internet pour être visible dans les résultats quand une personne tape sa requête. Et nous, on va bien se concentrer sur le gratuit parce que le payant, c'est un système d'enchères, ça n'a rien à voir. Pourquoi c'est important de le comprendre et d'être aussi visible que possible? Deux jolis chiffres clés. Le premier, c'est que chaque seconde, il y a 99 000 recherches qui sont effectuées sur Google. Donc là, depuis le début du webinaire, il y en a eu déjà un bon paquet. Et le deuxième, c'est que 93% des expériences en ligne, elles commencent avec un moteur de recherche. Donc en fait, ça va être la porte d'entrée principale. Si quelqu'un cherche sur Internet à adhérer à une association ou à donner à une association, il y a de grandes chances que son premier réflexe, ce soit de lancer une recherche par Google. Donc vous avez intérêt à y exister pour éviter de passer à la trappe si jamais c'est pertinent pour vous d'apparaître. Maintenant, pourquoi on fait la course à la première place? Pourquoi on va essayer d'être le plus haut placé possible dans les résultats? Donc, vous allez chercher à produire un contenu, à rédiger des pages, etc. pour répondre à une recherche précise. Et ce contenu, plus il va être positionné haut dans la page, plus il va être consulté en fait. Ici, vous avez le taux de clic en fonction de votre position sur la première page de Google. Donc là, la première page, elle fait 10 résultats. Si vous avez le résultat, le premier, tout en haut là, vous avez, c'est une étude, hein, donc c'est des moyennes, en moyenne 34% des personnes qui affichent cette recherche-là, qui vont cliquer sur le premier lien. Le deuxième lien, 17%. Après 11% et directement ça commence à décrocher un petit peu. Donc voilà l'enjeu et pourquoi il faut être le plus haut possible. On note quand même qu'à partir de la 5e place, ça commence à décrocher sérieusement et on est quasiment inexistant déjà. Sans vouloir vous démoraliser, vous aurez quand même de la visite, mais bon. Beaucoup moins que si vous êtes dans le top 3 ou le top 5. Il y a une blague de très mauvais goût en SEO qui dit en gros quel est le meilleur endroit pour cacher un cadavre, et on dit que c'est la 2e page Google parce que personne n'ira jamais vous chercher là-bas. La blague est mauvaise, mais ça aide bien à comprendre l'idée et à comprendre pourquoi si on est en 2e page, on n'est pas visible, si on est sur la première, on est très très visible et on peut avoir une belle visibilité. Alors, déjà, est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Je vois déjà qu'il y a quelques questions, donc je regarde pour être sûr. Hop, est-ce possible d'avoir accès aux slides ou pas? Eva est en train de répondre, mais oui, on va envoyer automatiquement la présentation. Et j'ai fait exprès de laisser des notes dessus aussi. Comme ça, la présentation, en soi, elle se suffit à elle-même et vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations. Le replay aussi vous sera envoyé. Ok. Alors, pourra-t-on disposer d'un enregistrement? Oui, vous l'aurez. Vous l'aurez, Régis. C'est très clair. Ok, nickel. Et ben on avance, parce qu'on a un petit peu de pain sur la planche quand même. Donc, comment fonctionnent les moteurs de recherche? Pour réussir à être bien positionné, va falloir comprendre d'abord quelle est la logique de Google et des autres moteurs de recherche et comment Google classe les contenus en fait. Pour ça, il y a 3 grandes étapes. Ne prenez pas peur, je vais vous les simplifier. Le premier, on appelle ça, alors c'est du jargon technique, c'est pas moi qui fais des anglicismes pour le plaisir, hein, je suis désolé d'avance, moi non plus, j'aime pas spécialement ça. C'est un crawl des pages. Donc en fait, il y a un petit robot de Google qui navigue sur votre site, qui va consulter et analyser vos contenus. Pour simplifier, on peut dire qu'en gros, le robot passe régulièrement sur vos pages pour scanner votre site. La deuxième étape, c'est que le robot, il va trier et catégoriser vos pages. On dit indexation des contenus parce que les pages qu'il va vouloir conserver et qu'il trouve intéressant à faire apparaître sur son moteur de recherche, on dit qu'il les indexe. Et ensuite, simplement, votre contenu remonte plus ou moins haut dans les résultats de recherche. Pour chaque requête, donc pour chaque recherche avec des mots-clés, il va attribuer une position à vos pages. C'est comme ça que ça fonctionne, assez simplement.
Ça a l'air simple comme ça, quoique, c'est déjà un peu complexe. Mais le principe est assez simple. Le fonctionnement dans ces grandes lignes, il l'est. Sauf que, évidemment, il y a régulièrement des mises à jour d'algorithmes. Donc en fait, les règles du jeu, elles changent en permanence. Et Google et les autres moteurs de recherche sont tout le temps en train d'essayer d'améliorer. Ce qui fait que les critères changent et qu'on a, nous, des contenus qui peuvent du jour au lendemain monter, descendre. Il peut y avoir des variations un petit peu tout le temps. Donc voilà. Il y a des bonnes, des mauvaises surprises, mais l'avantage, c'est qu'on s'ennuie pas et c'est quand même plus marrant que ce soit pas une science exacte. Donc, alors je revérifie juste vite fait qu'il n'y ait pas de questions parce que là, c'était la partie un peu technique. C'est quoi une page intéressante pour un robot? En fait, tout simplement, Patrick, ça va être une page qui répond à la question que quelqu'un peut se poser sur Internet. Donc, si une personne recherche je prends un exemple au hasard. Un logiciel de comptabilité pour association. Si nous, sur AssoConnect, on a une page qui est dédiée à ça, Google va considérer que ça, c'est une réponse intéressante pour cette personne-là. En fait, ça va être la pertinence entre la demande des gens et le résultat, le contenu que vous avez produit et qui répond potentiellement à cette requête-là. C'est pour ça qu'on essaye de partir toujours, de se mettre à la place des personnes qui cherchent, de réfléchir à ce que les gens peuvent chercher pour essayer de produire un contenu qui y réponde. Donc c'est ça une page intéressante. Et après, il y a 2-3 petits trucs techniques que je vais vous expliquer juste après. Comment effectuer le balisage HN dans une page et comment optimiser les URL. Je vais revenir sur ça plutôt à la fin parce que là, on commence à aller un peu pas mal dans le détail. Comment peut-on être informé régulièrement des mises à jour de Google? En fait, il y a pas mal de blogs de marketing digital ou de SEO qui tiennent au courant de ça. Les mises à jour de Google les plus importantes, elles s'appellent Google Core Update. Je vous le mets dans le Core Update. Voilà, je vous le mets dans le chat. Et les Google Core Update, il n'y en a pas énormément. Hein. Il y en a peut-être 3 par an, des choses comme ça. Donc voilà, en fait, généralement, nous, on le voit passer parce qu'on est dans le secteur où on voit des choses bizarres se passer. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez parfaitement vous renseigner un petit peu sur les Core Updates qu'il y a eu récemment ou qui vont arriver. L'attribution de la position se fait via les algorithmes Google, exactement. En fait, il y a plusieurs critères que je vais vous montrer juste après là dans la slide qui définissent un petit peu comment vous êtes positionné. Comment un mot plutôt qu'un autre peut-il nuire à la recherche? C'est plutôt dans l'autre sens qu'on va le prendre. Mais du coup, j'avance parce qu'en fait, je vais répondre à une partie des questions là tout de suite. Ok, donc on a compris comment fonctionnait le moteur. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez y faire et quelles sont les clés pour être bien positionné? Je vous l'ai dit en introduction, il y a 3 grands piliers pour résumer. Le premier, les fondations un petit peu, c'est la technique. Donc ça va être la construction, la structure de votre site. Et aussi, toute la partie technique, ça inclut aussi le poids de votre site. Donc en fait, le poids, par exemple, plus vous ajoutez des images lourdes ou des vidéos, plus vos pages, elles seront lourdes et elles seront longues à charger. Et ça, en fait, ça génère une expérience un peu dégradée pour les personnes qui visitent votre site. Et Google et les moteurs de recherche n'aiment pas ça. Donc ça, typiquement, vous allez être sanctionné. Donc, pour résumer un petit peu et faire simple, faites en sorte que votre site il soit juste agréable et fluide pour les gens. Et généralement, Google et les moteurs de recherche apprécieront aussi. La deuxième partie, celle sur laquelle vous avez le plus d'emprise, en fait, c'est le contenu. Donc en fait, c'est ce que vous mettez dans vos pages ou dans vos articles. Un bon contenu, comme je disais tout à l'heure, c'est simplement un contenu qui répond à une requête. Donc, il y a de la demande, j'apporte une réponse qui est assez complète, assez agréable à lire, claire, etc. Et le troisième pilier, c'est l'autorité. C'est pas trop la peine de s'attarder dessus. Je vais expliquer quand même le principe, mais c'est pas trop la peine de s'attarder dessus. En gros, c'est le dernier critère qui va influencer votre classement. Petit à petit, avec le temps, votre site il va gagner en autorité à travers les liens que d'autres sites vont renvoyer vers votre site à vous, quand vous allez être utilisé comme une source par d'autres sites. En fait, Google prend ça comme un signe de qualité et de fiabilité, et donc il va vous favoriser par rapport à d'autres. Mais déjà, rien qu'avec la technique et le contenu, vous pouvez être assez visible, et le reste, ça viendra avec le temps. C'est pas la peine de se concentrer dessus, ça viendra naturellement par la suite. Donc voilà les 3 grands piliers. Et nous, on va se concentrer sur un pilier quand même qui est le plus important à mes yeux, c'est le contenu. C'est comment on optimise un contenu, parce que votre site internet, une fois qu'il est construit, s'il roule, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Vous n'allez pas non plus, à moins qu'il soit très lent, vous n'allez pas non plus être vraiment sanctionné si vous avez un contenu de qualité. Donc,
comment on optimise un contenu. Pour faire un bon contenu, une page qui va remonter, il faut d'abord penser aux humains. Il faut produire un contenu complet qui répond à toutes les interrogations que les gens peuvent avoir sur le sujet, sur les mots-clés qu'ils tapent. Mais, parce que ce serait trop simple sinon, il ne faut pas non plus négliger le robot. Et en fait, ne pas négliger le robot, c'est l'aider à appréhender votre contenu avec une structure qui est claire. Donc ça veut dire que vous allez utiliser un titre principal, qu'on appelle H1. C'est pour ça qu'on parlait dans une des questions de la structure HN. On a un seul H1 parce que c'est votre titre principal. Et ensuite, votre article, vous n'allez pas faire un seul bloc de texte, c'est assez indigeste pour tout le monde. Vous allez mettre des titres entre toutes vos parties en fait. Et ces titres-là, qui seront des sous-titres un petit peu, ce sera des H2. Et ensuite, vous pouvez avoir encore des sous-parties dans les sous-parties, et ça devient des H3, H4, etc. Mais pour résumer, c'est vos titres. Vous avez un grand titre, puis des petits titres en dessous, et si vous voulez, d'autres titres en dessous. Qu'est-ce que ça fait ça? En fait, ça fait que quand le robot scanne votre page, il comprend très vite la structure de votre page, et ça va l'aider à bien comprendre ce qui est dans votre contenu. Donc, je peux même vous faire une petite démo d'un truc si ça vous dit. Je peux aller sur une autre page là. Hop, je vous partage un onglet. Alors, je vérifie juste que le bon... Oh, ok, on y est. Très bien. J'ai une petite extension sur mon ordinateur, donc vous vous embêtez pas à comment je fais ça, hein, mais c'est une petite extension que j'ai sur mon ordinateur et qui me permet de voir, en gros, là sur la gauche, comment Google voit et scanne le contenu. Donc en fait, vous voyez, là j'ai mes titres. Hop. Donc ça, c'est mon H1, mon titre principal. On le retrouve ici. Si je clique dessus d'ailleurs, hop, il est souligné. Ensuite, je vais avoir les grandes parties, comment gérer les convocations, comment se déroule une assemblée générale constitutive, etc. Et en dessous, j'ai des sous-parties. Et en fait, cette structure-là, le fait qu'elle soit pertinente et qu'elle soit harmonieuse comme ça, Google va apprécier. Autre astuce, mais je répète les mots-clés en fait que je vise dedans. Là, le mot-clé que je vise, c'est assemblée générale constitutive. Je le répète dans mes titres en balayant le sujet sur toutes les questions que peuvent se poser les gens à ce sujet. C'était juste une parenthèse pour montrer un petit peu les titres. Je reviens tout de suite. Hop, je reviens à mon contenu. Donc voilà. Alors, est-ce que j'avais autre chose à vous dire là-dessus? Je regarde mes notes plutôt. Ok. Voilà. Et donc, je rappelle aussi juste, ajoutez pas d'images ou de vidéos trop lourdes. Vous pouvez le faire, mais pas des trucs trop lourds parce que sinon, vous allez être un petit peu pénalisé et ce serait dommage. Mais vous pouvez en mettre, évidemment. L'extension, comme je vois la question, elle s'appelle Heading Maps. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Eva. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la question de Sophie dans les questions. Ok, alors, en gros, je résume. Soyez pertinent. Pensez à l'utilisateur final plutôt qu'à essayer de plaire au robot de Google, de Bing ou de tout autre moteur de recherche. Là. Les moteurs de recherche, il faut savoir qu'ils ont quand même tout intérêt à fournir le résultat le plus qualitatif parce que sinon, les utilisateurs se tournent vers un autre. Je sais pas si... Enfin, moi, malheureusement, j'ai envie de dire, j'utilise Google parce que les résultats sont, à mes yeux, les meilleurs. Et quand j'en utilise un autre, je suis un petit peu frustré sur les résultats. Je trouve que c'est moins qualitatif. Donc, vous, pensez à l'humain. Et en général, en construisant un contenu pour l'humain, bien organisé et complet, ça plaira aussi au robot et vous lui faciliterez aussi la tâche parce que ce sera plus facile pour lui de scanner le résultat. Hop, je passe à la suite. Avant de vous donner des trucs très concrets, je vais voir juste s'il y a quelques questions qui pourraient intéresser tout le monde. Comment un mot-clé plutôt qu'un autre peut-il nuire à la recherche? En fait, donc ça, ce que je disais, c'est un petit peu prendre le problème à l'envers. C'est pas vraiment un mot qui va nuire à la recherche, c'est plutôt que vous allez chercher les mots-clés qui peuvent être intéressants pour vous. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui pourra nuire, en fait, c'est à vous de bien répondre, de montrer le mot-clé aussi dans l'article, que ce soit assez clair et évident, d'utiliser d'autres mots du même champ sémantique pour montrer à Google la richesse de votre contenu. Et ça va favoriser typiquement votre article. Donc moi, Assemblée générale constitutive, en fait, j'ai tout un champ sémantique autour, parce qu'en répondant aux questions, en fait, à force de développer, j'ai un truc pertinent. Il n'y a pas vraiment de nuire à la recherche. À moins que vous fassiez, par exemple, 2 pages ou 2 articles qui répondent à la même question. Là, les deux vont se mettre en concurrence et en fait, au final, généralement, vous n'en aurez aucun des deux qui va remonter. Donc, il vaut mieux en avoir un bien riche plutôt qu'avoir 2 pages qui font la même chose, qui répondent à la même question. L'extension, c'était Heading Maps. Vous parlez de structure des pages, mais quand on utilise AssoConnect pour faire notre site, ce n'est pas automatique les balises. Si, en fait, on va utiliser vos titres pour mettre les balises. Mais après, par exemple, si vous voulez écrire un article de blog, vous allez avoir la possibilité de rajouter des informations qu'on appelle
les méta-informations, le méta-titre ou la méta-description. Et ça, c'est des petites choses à renseigner parce que ça donne des informations aux moteurs de recherche, pareil. Donc ça peut être, en fait, généralement, sur tous les CMS qui sont les logiciels ou les plateformes en ligne qui vous permettent de gérer votre site, vous allez pouvoir renseigner ces informations-là. Et je vous conseille vraiment de les renseigner parce que c'est autant d'informations que vous donnez aux robots et qui peuvent vous aider à être mieux compris et donc à avoir plus de chances de remonter. Même chose, petit détail et petite parenthèse, vos images, si vous ajoutez une image dans un article, généralement sur votre logiciel, on va vous demander une balise qu'on appelle Alt, où vous pouvez voir Alt image ou des choses comme ça. Cette balise Alt, elle sert à deux choses. La première, c'est que pour les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, en fait, quand elles vont passer sur l'image, ça va leur lire ce que vous avez écrit dedans. Donc votre balise, elle doit décrire ce qui est sur l'image, en quelques mots, hein, mais juste pour que la personne comprenne ce qu'elle est en train de naviguer si elle fermait les yeux et qu'on était en train de lui dicter ce qu'il y avait. Et cette information, elle est aussi utilisée par les moteurs de recherche comme Google pour comprendre ce qu'il y a sur l'image. Donc, deux bonnes raisons de bien ajouter ce qu'on appelle des balises sur vos images. Et ça, c'est pas un truc technique, hein. Sur tous les sites ou tous les systèmes qui vous permettent de gérer un site internet, vous aurez toujours la possibilité de faire ça normalement. Et c'est le cas évidemment du coup sur Asoconnect. Est-ce que le robot analyse les vidéos? Pas vraiment. Pas vraiment. Qu'est-ce qu'une image trop lourde en termes de taille? Franchement, c'est à vous de voir. Si ça se compte en mégaoctets, déjà, c'est beaucoup trop lourd. Quelques kilooctets, 100 kilooctets maximum, c'est bien. Après, si vous avez une association qui fait de la randonnée et qui a besoin de montrer des images de bonne qualité pour promouvoir son activité, faites-le. Hein. Il n'y a pas de problème non plus. C'est juste, il faut être pertinent. Si c'est juste une image pour illustrer quelque chose, mais qu'elle n'est pas si importante que ça, qu'elle soit en HD, essayez de compresser un petit peu. Il y a des compresseurs en ligne qui vous permettent de faire ça. Voilà. Une balise, du coup, Alain, j'ai un petit peu répondu, je crois. C'est des informations que vous allez pouvoir renseigner. C'est des informations que vous allez pouvoir renseigner. Donc, sur une image, vous allez pouvoir rajouter une balise. Ce sera directement, dès que vous allez sur votre site internet, vous ajoutez une photo, on va vous proposer de rajouter un texte, ce sera la balise. La balise sur les images s'appelle bien la balise Alt, Angélique, c'est bien ça. Y a-t-il une liste d'outils ou d'applis, si possible gratuits, pour améliorer son référencement? Je vais vous en conseiller une. On peut savoir combien de visualisations ont été réalisées sur notre site. Généralement, oui, les outils de site internet vous permettent déjà d'avoir des statistiques. Si vous en voulez plus, vous pouvez créer un compte Google et accéder à la Search Console. Hop. Alors, une image de 100 kilooctets ne nuit-elle pas à la qualité du site? Encore une fois, Patrick, ça c'est un petit peu à vous tous d'arbitrer. Moi, je vous donne une idée générale, mais franchement, il n'y a pas de bonne réponse. Si vous avez besoin d'avoir des images de meilleure qualité, mettez des images de meilleure qualité. Mais c'est juste, dans l'idée, n'alourdissez pas trop. Et nous, comme on est un petit peu strict là-dessus et qu'on a envie d'avoir un site rapide et agréable pour les gens, on a tendance à pas mal dégrader nos images. Mais voilà, je suis pas sûr que ça dérange tellement l'expérience dans notre cas, en tout cas. Je passe à la suite, je passe à la pratique avec quelques exemples et puis ensuite je prendrai d'autres questions et je m'arrêterai sur des cas particuliers si vous voulez. Et puis après, il y aura aussi le cadeau. Alors, mon premier conseil pour vous et la première expérience que vous pouvez faire là ou quand vous voulez, c'est de commencer par être visible sur le nom de votre association. Ça a l'air évident, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est pas le cas de toutes les associations. Et je me souviens que ma mère, qui est bénévole dans un club de sport canin, c'était le cas. C'est pas son site qui remontait en premier parce qu'il y avait des annuaires, parce qu'il y avait ci ou ça. Et c'est pas normal. C'est leur site qui doit apparaître en premier. Personne n'est censé mieux répondre à cette requête que vous. Donc voilà. En général, c'est votre page d'accueil qui va remonter sur ce type de requête-là, de votre nom d'association. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir et à voir est-ce que vous avez donné assez d'informations pour que Google comprenne que vous êtes cette association. Est-ce que vous avez répété le nom quand même quelques fois dans la page ou pas? Parfois, ça arrive que vous le répétiez pas et ça peut être pertinent, hein, mais il faut le mettre quand même 2-3 fois dedans au moins pour lui faire juste comprendre que c'est de vous qu'il s'agit et que c'est vous cette association-là. Petite parenthèse aussi là sur la droite de ma capture, vous voyez une jolie petite, ce qu'on appelle une carte avec les photos Asoconnect, Google Maps, etc., les avis. Ça, vous pouvez le créer, c'est un truc à part. Et vous pouvez le créer en créant un compte Google My Business
où en gros, vous dites à Google que c'est vous qui êtes le propriétaire de ce truc-là, cette association ou cette entreprise ou quoi que ce soit. Et c'est hyper simple, c'est gratuit et ça vous permet de faire un petit truc un peu joli comme ça et de bien gagner en visibilité. Donc voilà, je vous recommande de le faire et je crois qu'il y a un article que Eva pourra vous envoyer sur le sujet. Alors, je passe à la suite parce que bon, sur votre nom d'association, je pense que c'est assez clair, assez évident. Maintenant, on continue avec la longue traîne. Alors, en gros, admettons que vous soyez un club de volley situé à Perpignan. Si vous essayez de remonter sur une recherche comme club de volley, ça risque d'être compliqué. Et en plus, ça risque d'être peu qualifié parce que vous n'avez pas du tout renseigné la localisation. Peut-être que la personne, elle est à Lille et ça n'intéresse pas du tout de tomber sur votre site en tapant club de volley. Bref, c'est compliqué, c'est pas très qualifié. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez chercher à faire, c'est de chercher plutôt les mots-clés qu'on appelle de longue traîne. Et la longue traîne, c'est les mots-clés qui sont plus précis, qui sont moins recherchés en termes de volume. Il y a moins de gens qui tapent ça tous les mois sur Internet, mais qui sont bien plus qualifiés. Donc, en fait, on préfère couvrir plein de petites requêtes précises et pertinentes plutôt qu'une seule grosse requête générique qui sera en plus très concurrentielle. Pour trouver les mots-clés, en fait, vous pouvez déjà, vous, réfléchir à tout ce que pourrait taper une personne qui cherche à s'engager ou à donner à une association comme la vôtre. Je ne sais pas quels sont vos enjeux, mais c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut se mettre. Et ensuite, en gros, je vous donne l'exemple avec AssoConnect. En fait, ce sera plus clair et après, je vous montre les quelques outils qui peuvent vous aider à faire ça. Par exemple, pour nous, chez AssoConnect, une fois qu'on a couvert la requête avec notre nom qui est AssoConnect, sur lequel, évidemment, on est premier, on a besoin d'aller chercher de la visibilité auprès de personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, on va élargir les mots-clés avec des choses comme logiciel de gestion pour association. Une fois qu'on est positionné sur ce mot-clé, on va pouvoir décliner avec un autre contenu qui va essayer de remonter sur logiciel de comptabilité pour association, site internet association, etc., etc., etc. Et donc, en fait, tous ces trucs-là, ça a des volumes qui sont plus petits. Donc, il y a moins de gens qui tapent ça sur Internet. Par contre, c'est beaucoup plus qualifié pour nous et ça nous permet à nous d'être visibles auprès de gens qui ne nous connaissent pas. Avant de vous lancer, vous pouvez vérifier le volume de recherche, donc le nombre de personnes qui tapent cette requête-là, cet ensemble de mots-clés tous les mois, et la difficulté, c'est-à-dire la concurrence. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont très experts là-dessus et qui sont déjà positionnés ou pas? Et ensuite, vous faites un petit peu le ratio entre la difficulté et le volume pour aller chercher les bonnes opportunités. Pour faire ça, il y a quelques outils pratiques et gratuits qui vous permettent d'estimer le nombre de requêtes mensuelles. Là, il y en a deux. Il y en a un, celui du bas, qui est une extension encore Google Chrome. Je ne sais pas s'il existe sur d'autres navigateurs, mais c'est une extension Google Chrome qui s'appelle Keyword Surfer. Et le premier, qui est en fait celui que je vous recommande moi vraiment, c'est Ubersuggest. Et Ubersuggest, en gros, là, sur ma capture, par exemple, vous pouvez le voir, j'ai tapé logiciel de gestion pour association et il me donne l'information qu'il y a 90 personnes tous les mois qui tapent cette requête-là précise. Il y a un petit peu de concurrence, mais AssoConnect, on commence à être bien implanté, donc on peut se permettre d'aller essayer de titiller cette requête-là. Et voilà. Et en fait, ça va me donner des indications. Et là, je voulais pas montrer, mais si je descends sur la page, il me propose aussi des requêtes autour de ces mots-clés-là qui peuvent être des variations un petit peu, mais qui auraient peut-être plus de recherche ou moins de recherche. Et en fait, ça me permet de choisir les bons mots-clés pour construire un contenu qui va répondre à ce mot-clé-là. Donc, par exemple, voilà, dans le cas de cette requête-là, j'ai pu voir qu'il y avait environ 90 recherches mensuelles. Peu à peu, vous allez pouvoir commencer à vous éloigner de la longue traîne, pour aller chercher des choses un peu plus ambitieuses, des plus gros mots-clés, qui auront un volume beaucoup plus important, mais qui seront aussi... Ubersuggest, c'est ça, Mélanie. J'avais les yeux qui traînaient sur le chat. Des choses qui seront plus gros, plus concurrentielles, mais en fait, vous allez commencer à avoir les épaules pour le faire. Donc, je vous redonne un exemple. Pour nous, chez AssoConnect, en nous éloignant de notre cœur de cible, de qui on est, donc AssoConnect, ensuite, logiciel 2, blablabla, et des choses très liées au logiciel, petit à petit, je vais m'éloigner. Je vais dézoomer un petit peu. Et puis là, ça peut me donner des requêtes comme organigramme association, qui a environ 720 recherches mensuelles. J'ai quoi d'autre? Rapport moral, sur lequel il y a environ 1000 recherches mensuelles, ou café associatif, sur lequel il y a environ 2400 recherches mensuelles. Nous, c'est sûr que ça va moins
ça va moins nous rapporter des clients directement. Par contre, ça nous permet de nous faire connaître auprès de gens qui sont intéressants et qui peuvent être intéressés par la suite par notre solution. Donc en fait, ça nous permet juste de faire de la notoriété, de rentrer un petit peu dans la tête des gens, en plus en leur fournissant un contenu qui répond vraiment aux questions qui se posent. C'est pas de la manipulation, je suis pas en train d'essayer d'attraper les gens, on répond à leurs questions surtout. C'est un peu la condition pour que le contenu remonte et que ça plaise aux gens. Donc voilà, à vous de voir après ce qui est pertinent pour vous, pour votre asso. C'est vous qui avez la connaissance de votre secteur. Il y a une part d'instinct aussi, et cette part d'instinct, après, vous pouvez la valider en allant regarder s'il y a de la recherche effectivement sur tel ou tel mot-clé sur les outils que je vous ai mis, l'outil que je vous ai proposé. Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, et après je reviens sur les questions parce que je suis sûr que ça aura généré des questions. Je sais que c'est technique et que ça peut être un peu compliqué, donc vous inquiétez pas, on va revenir sur tout ça. Ce qu'il faut retenir, le SEO, ça peut vous faire gagner une visibilité assez considérable. Il vaut mieux toujours privilégier la qualité pour les gens avant de chercher à plaire aux robots. Et de toute façon, il faut pas du tout opposer les deux. Il y a des gens qui disent « moi je fais de l'écriture SEO », ça veut rien dire. De l'écriture SEO efficace, c'est une écriture pour les gens en fait. C'est une écriture qui répond aux questions des gens. Et mon dernier conseil, mais assez important, commencez petit et petit à petit ensuite monter en ambition. Vous allez voir que petit à petit vous allez trouver des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Il y a vraiment pas de... C'est pour ça que je disais que c'était une recette presque magique parce que c'est relativement facile de se lancer, mais après par contre pour aller faire du volume, ça devient très technique et très compliqué. Donc voilà, commencez petit. Honnêtement, c'est amusant aussi. C'est assez sympa. Je vais passer à vos questions et puis ensuite j'ai un petit cadeau à vous proposer. S'il y a des personnes, je veux pas vous dévoiler le cadeau, mais s'il y a des personnes qui ont envie d'avoir un petit peu d'aide à ce sujet-là, je peux passer un peu plus de temps avec vous pour le faire. Alors, je reviens aux questions. Hop, ça j'ai déjà répondu. Poser une balise alt sur une... alors Sophie, ça dépend des logiciels en fait, le comment exposer une balise alt sur une image. Mais en général, dès que vous ajoutez votre image, ça apparaît quelque part, soit dessus, soit à côté, mais ça dépend vraiment des logiciels. Et si la question c'est pour AssoConnect, il faut que je regarde parce que j'ai plus ce truc précis en tête. Il faudra que je regarde. Pour une asso traitant des sujets sensibles, comment connaître les filtres mis contre... Alors la question est incomplète, Régis, n'hésitez pas à la remettre en complet. Google a constaté que certaines pages de notre site n'étaient pas indexées. Erreur serveur 500. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Si vous avez déjà installé la Search Console, normalement, vous pouvez avoir un petit peu de détails sur la raison qui fait ça. Soit la page n'est pas assez riche, soit la page a été volontairement mise comme, en gros, pas mise à la disposition de Google. Et ça peut passer par un petit fichier qui s'appelle le robot.txt, mais c'est un petit peu technique. En fait, il faudrait que je creuse avec vous pour savoir exactement comment répondre à ça. Ah, bonne question, ça, Catherine. Est-ce que des textes écrits sur des boutons peuvent intéresser Google en termes de référencement? Alors, en général, ça aura très peu d'impact, parce que des boutons, vous n'en aurez pas non plus 50 sur votre page. En revanche, si vous mettez des liens dans votre article ou sur vos pages, l'encre, donc le texte sur lequel vous aurez mis votre lien, celui-là, par contre, il peut être assez important. Et ça, c'est pris en compte parce que ça va aider. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs pages et que vous mettez un lien vers une autre page, faites bien attention à ce que votre encre, le texte que vous allez mettre, soit pertinent. Je ne sais pas si c'est une page à propos de votre association. Mettez bien dans le texte pour en savoir plus sur le nom de votre association et vous mettez le lien sur ce texte-là parce qu'il faut que ce soit pertinent, ça renvoie la bonne info à Google. Donc les textes écrits sur des boutons, pas directement, mais sur les liens, oui. Et ça me refait penser à un truc, tout à l'heure quelqu'un m'a demandé aussi pour les URL. Donc l'URL, c'est l'adresse de votre site internet, là qui est tout en haut dans la barre. Oui, c'est assez important. Pour faire très simple, l'URL, faites-la aussi courte, condensée que possible. Ça sert à rien de mettre plein de petits mots. Genre par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure,
logiciel de comptabilité pour association. Hop. Je vais vous montrer ça. Tac. Je vous montre ça sur AssoConnect. Ah mince, vous voyez pas l'URL, je pense. Non, vous voyez pas l'URL. Bon, bah, je vais vous la dire alors. L'URL, c'est assoconnect.com/fonctionnalité/logiciel-comptabilité-association. En fait, vous faites vraiment le plus simple possible. Parce que ça sert à rien de faire un truc long, ça va plus brouiller les pistes qu'autre chose. Mettez vos mots-clés dedans et quelque chose de cohérent pour tout le monde et ce sera assez simple. Pour Google Chrome, le nom de l'extension pour taper les requêtes, je vous le redis tout de suite, c'est Keyword Surfer. Mais Keyword Surfer, honnêtement, ça donne une idée, mais je trouve que les volumes sont bien moins précis que sur d'autres outils. Donc c'est pour ça que je recommande plutôt Ubersuggest, que je trouve plus pratique. Faire un site internet avec AssoConnect est-il handicapant par rapport à un site construit avec de la pure programmation pour le référencement? Nos sites, ils ont déjà ils ont le minimum syndical pour que ça fonctionne déjà bien. Et c'est absolument pas pénalisant pour le SEO. Ça va surtout en fait, ça vous donne une bonne structure, si vous voulez. Toute la base, la brique technique, là, elle va déjà être largement suffisante. Après, c'est à vous de voir comment vous l'alimentez, de pas l'alourdir, voilà. Donc, pas du tout handicapant, au contraire. Il a été pensé pour justement vous permettre de gagner en visibilité. Mettre une table des matières sert-il vraiment à être reconnu par le robot? En fait, ça aide. Je peux vous montrer ça par exemple. Je peux revenir sur notre article. Hop. Pourquoi nous, on met une table des matières ici? Parce qu'en fait, nos articles, on essaye de les rendre assez complets pour répondre à toutes les questions. Et donc, en fait, ça peut paraître un peu long et ça peut faire un peu gros pavé. S'il y a quelqu'un qui vient dans l'idée de chercher tout de suite comment ils font pour rédiger le PV de leur AG constitutive, eh ben, ils vont voir directement la partie qui les intéresse. En fait, moi, ça fait que l'expérience pour les personnes, elle est beaucoup mieux parce qu'ils ont directement ce qui les intéresse. Donc, c'est pas spécialement pour Google, moi, c'est plutôt pour l'expérience des gens et faire en sorte qu'ils aient directement la réponse qu'ils sont venus chercher. Notre visibilité actuelle me semble correcte. Prenons-nous un risque en basculant sur notre site sur AssoConnect? Il faut toujours faire attention au moment d'une migration d'un site à un autre, parce qu'il peut y avoir des liens qui se perdent, etc. Si vous avez des liens qui mènent à rien, ça peut être assez pénalisant. Il y a toujours une période où ça va baisser un petit peu, et puis après, en fait, ça revient à la normale. Mais si vous avez besoin de changer de site internet, faites-le quand même. Honnêtement, il y a toujours un risque avec ça. Je passe à la question suivante et après, je vais vous toucher un mot du cadeau. Comment obtenir des backlinks? Donc, des backlinks, pour rappel, c'est qu'un autre site mette un lien qui pointe vers votre site, ce qui est pris comme une belle marque de fiabilité par les moteurs de recherche et donc vous aide à être classé plus haut. Alors, en fonction du type de contenu que vous faites, il y a des types de contenus qui vont naturellement générer des backlinks potentiellement. Par exemple, on sait que les infographies, ça marche assez bien. Souvent, c'est repris par d'autres et ça vous fait des liens un petit peu gratuits comme ça. Ça peut passer par des relations presse. Si vous connaissez des journalistes, même locaux, en général, les médias ont une autorité assez intéressante en fait. Donc, un lien qui vient de chez eux, ça a de la valeur pour vous. Et sinon, en fait, vous pouvez simplement demander à d'autres sites. Si vous avez des partenaires, des gens que vous connaissez, etc., qui ont un site, vous pouvez très bien leur demander quelque part de placer un lien vers vous, vers votre association. C'est un petit peu les manières les plus simples. Soit c'est complètement naturel, soit vous le demandez simplement. Ce qui n'est pas très autorisé, c'est d'en acheter. Il y a des plateformes pour ça aussi, mais bon, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Nous, on le fait pas, évidemment. Alors, je vous parle rapidement du cadeau et je reviens prendre les quelques questions qui restent. Mon cadeau, humblement, chez AssoConnect, en fait, tous les salariés ont droit à une demi-journée de bénévolat chaque mois. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre ma demi-journée d'octobre ou de novembre, comme vous voulez, à disposition d'une des associations qui aura vu le webinaire aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis un exemple de quelque chose que je peux faire pour vous. Je peux faire un audit simplement de votre site internet pour vous dire, je pense que vous pouvez améliorer ci ou ça. Je peux prendre un contenu qui existe déjà, mais que vous aimeriez améliorer pour l'optimiser un petit peu, pour vous donner des conseils. Je peux vous rédiger un article, je peux vous rédiger une page, je peux vous faire de la formation à la rédaction si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, sur une demi-journée, je suis à vous et à distance, je me mets à votre disposition. Donc pour participer, dites-moi simplement par mail pourquoi c'est votre association qui doit être accompagnée et pensez à me mettre un lien de votre site internet. Ça, c'est la seule condition un petit peu qu'il y a pour pouvoir être accompagné, c'est qu'il faut que vous ayez déjà un site internet, sinon
mon travail, c'est pas de créer le site internet. Je vais pas beaucoup pouvoir vous aider à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez m'écrire à cette adresse-là. Vous mettez le lien de votre site et puis avec plaisir pour aider l'une des associations. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En fait, comment être sélectionné, je vous dis tout de suite, Hugo. En fait, je vais regarder simplement votre site internet. Je vais voir ceux sur lesquels je peux vous aider. Ça me fera une petite liste et après, je tirerai au sort dans la petite liste parce que voilà. Alors, je reprends vite fait les questions et après, je libère tout le monde. Tac. Où placer les longues traînes sur notre site? Toutes les requêtes longues traînes, Patrick, ça peut être soit des pages de votre site, soit des articles, si vous avez une partie blog, etc. Franchement, c'est un peu à vous de voir le plus pertinent en fonction de la requête. Un logo et un favicon contribuent-ils au référencement? Pas spécialement, non, c'est pas très important. Le favicon, c'est le petit logo là qui apparaît en haut de vos onglets là. Quels outils utiliser pour aider à la rédaction d'articles? Moi, franchement, j'en utilise pas. Il y a Your Text Guru qui est pas trop mal. Je vous mets le nom, mais c'est payant. Hein. En fait, vous achetez des crédits et il vous donne un petit peu des mots-clés pour vous aider à guider la rédaction. Mais bon, moi, je trouve pas ça incroyable. Une fois qu'on a chopé le truc et qu'on répond bien aux questions des gens, franchement, c'est déjà pas mal. Alors, je reprends encore quelques questions et dans une minute, je vais vous laisser. Regarde ici le titre SEO pour chaque article. Notre outil SEO sous WordPress me demande une requête cible et un titre SEO pour chaque article et page. Et je peux lui dire ce que je veux, sa jauge vire au rouge. Comprendre, c'est nul. Comment on améliore ça? Il va faire un travail un peu bête et méchant. En général, cet outil sous WordPress, c'est qu'il va vous demander de remplir donc les balises dont je parlais tout à l'heure, votre titre, une petite description, etc. Ce titre et cette petite description, c'est ce qui apparaît sur les résultats de Google. Donc soignez-le quand même et rendez-le un peu attrayant. Et ensuite, il va jauger est-ce que votre mot-clé il apparaît partout et tout. C'est un peu bête et méchant. Il y a des techniques qui consistent comme ça à mettre le mot-clé partout dans le texte sans que ça ait spécialement de sens. Franchement, ce genre d'extension vaut ce qu'il vaut, Alexandra, c'est-à-dire pas grand-chose à mon humble avis. Et il vaut mieux réussir à comprendre un petit peu comment ça fonctionne et pas trop s'embêter avec ça. Hop, alors, ok. Y a-t-il une date limite de participation jusqu'au début de semaine prochaine? Je vais traiter ça en début de semaine prochaine, Lucie. Ok, bah écoutez, comme j'ai plus de questions qui peuvent vraiment concerner tout le monde, et merci beaucoup, je vois quelques commentaires. J'espère avoir répondu à tout le monde. Encore merci Eva de m'avoir aidé. En fait, j'ai pris toutes les questions directement. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter d'AssoConnect. Pour rappel, elle s'appelle Bonne Idée et c'est vraiment top, c'est Eva qui la rédige. N'hésitez pas à me dire par mail aussi si vous avez des questions, vous avez eu mon adresse juste avant. Si vous reste des questions un peu techniques, bah, vous me les envoyez, j'essaierai de répondre à tout le monde. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et puis bah, à bientôt pour de nouveaux événements. Salut, bonne soirée.